Si demain commence, sauf imprévu, les échanges, voire sur un probable accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, on parle de ces sujets-là sur fond de tout ce qui s'est passé à Doha, mais également à Washington. Alors, quelles sont les concessions à faire? Quelles sont les lignes rouges à ne pas dépasser? Nous parlons de la paix en République démocratique du Congo, loin de Luanda, loin de Nairobi, mais avec quelqu'un qui nous vient de très loin, qui est revenu au pays il y a de cela 6 ans. J'ai le plaisir de recevoir Maître Sylvestre Dagnossi Makambo. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Pour cet exercice d'interview, je ne serai pas seule. J'ai le plaisir d'être accompagnée dans le cadre de cette interview, de cette émission spéciale avec un confrère de renom, Louis-France Kozikissa. Bonjour. Estimé consoeur, merci. Directeur. Merci beaucoup pour ces moments que nous allons passer de télé. Bonsoir à monsieur Sylvestre. J'espère bien que ça va aller. Vous allez vous habituer avec l'exercice du tic au tac pour la première fois. Merci de l'invitation. Alors, merci. Je disais tout à l'heure au début de mon introduction que la personne que nous allons interviewer aujourd'hui vient de loin et que ça fait 6 ans que vous êtes revenu au pays. Pourquoi avez-vous voulu revenir au pays pendant la période Tshisekedi? C'était pas mieux avant? Merci beaucoup. Comme je le disais de prime abord, le Congo appartient à tout Congolais. Et rentrer au pays, après avoir suffisamment acquis d'expérience, nous nous sommes dit que c'était le moment opportun de rentrer et d'apporter notre pierre à l'édifice pour la construction de notre nation. Donc c'était ça l'objectif principal. Parce que la pierre, elle pouvait pas être apportée avant, pendant la période Kabila? Bon, vous savez, il y a ce qu'on appelle la naissance d'un enfant. Il doit mûrir, grandir et apprendre. Donc c'était le moment pour nous, peut-être pendant le mandat de Kabila, nous étions encore des apprenants. Et peut-être par coïncidence, lorsque le président Tshisekedi arrive au pouvoir, on était déjà à l'apogée de l'apprentissage, raison pour laquelle nous sommes là. Alors, on dit aux téléspectateurs, parce que je l'avais pas dit tout au début, vous êtes président de la PPC. La PPC, c'est l'amour du prochain et de la patrie congolaise. C'est une plateforme politique et sociale. Certains risquent de croire que vous êtes pasteur. En tout cas, l'amour du prochain renvoie tout de suite à une religion, renvoie tout de suite à l'église. Est-ce que vous l'êtes et pourquoi mettez-vous un accent particulier sur l'amour du prochain? Vous savez, nous avons besoin de paix. Et la paix ne peut être réelle si nous ne nous aimons pas. C'est-à-dire, le commun des mortels doit comprendre que sans amour, l'on ne peut absolument rien construire. Et voyant les vices et les vicissitudes de la vie et qui sévit dans mon pays, je me suis dit non, il faudrait amener une plateforme qui rassemble tout Congolais. Raison pour laquelle nous avons eu à le dénommer amour du prochain et de la patrie Congo. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour essayer de s'aimer, si pas de ressaimer cet amour entre Congolais? Qu'est-ce que vous avez déjà eu à faire depuis que vous êtes rentré au pays ou dans le cadre de votre plateforme? Très bien. Vous savez, la PPC est dans plusieurs projets. Nous avons un programme, pas seulement un programme, mais déjà en exécution. C'est-à-dire, nous avons le programme transport, nous avons le programme santé et le programme agriculture. Pourquoi est-ce que nous avons ciblé ces secteurs? Vous savez, le transport aujourd'hui est un problème sérieux pour nos concitoyens. Il est très facile que quelqu'un se lève un matin, fixe un prix dérisoire et connaissant la situation du peuple, nous nous sommes dit non, il fallait investir dans ce secteur afin de réduire le coût du transport, mais également donner un confort à la dignité humaine et amener ainsi notre peuple à goûter à l'expérience d'un transport qui n'est pas cher, confortable et qui met tout le monde à l'aise. Dans le secteur santé, nous sommes... On reste dans le secteur du transport. Vous êtes à Kinshasa, on parle des embouteillages, on aimerait bien savoir est-ce que vous avez mis à la disposition des bus, des taxibus? Qu'est-ce qui est concrètement fait pour justement améliorer ce secteur? Non, nous avons mis des taxibus. Je pense que si vous promenez tout au long de la ville, il y a même beaucoup qui ont témoigné. Ce sont des bus qui ont une capacité d'une 60aine de personnes, et qui sont climatisés et qui répondent aux standards internationaux. Et c'est ça que vous êtes en train de faire? Ça, c'est le programme transport. Alors, dans le programme de
programme santé, nous avons les pharmacies, dénommées la pharmacie du peuple. C'est en cours de réalisation et ces pharmacies seront les pharmacies où nous aurons plus de médicaments moins chers, c'est-à-dire le prix sera vraiment abordable pour nos concitoyens. Et la qualité sera là. On parle quand même des médicaments, des produits. Et il y a un autre secteur, agriculture. Absolument. Vous savez, aucune nation au monde ne peut prétendre au développement sans l'autosuffisance alimentaire. Lorsque vous tendez la main aux voisins ou que vous dépendez des biens, de l'exportation, voilà, c'est bien, mais l'importation aussi de matières comme du blé, le maïs et autres peuvent réduire, n'est-ce pas, notre développement, pour ne pas dire retarder le développement de la RDC. Mais quand vous produisez normalement à quantité suffisante, vous pouvez pallier à ce problème, à ce fléau qui est aujourd'hui visible et palpable, cette question de dépendance extérieure de notre nation sur les vivres et de première nécessité. Alors, raison pour laquelle nous avons pensé au secteur agricole afin de pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et c'est tout un palier, c'est tout un programme, et ainsi de suite, nous allons aller jusqu'à l'industrialisation du secteur agricole en République démocratique du Congo. On reviendra quand même, on va suivre de près tout ce que vous avez décliné comme programme, mais aujourd'hui, on va parler essentiellement de la paix. On va parler du pain à un autre jour, mais aujourd'hui de la paix en République démocratique du Congo. Vous avez été reçu par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité lors des consultations. Et là, on a vu que ça va vite en international, Doha, Washington, Doha, Lomé. On parle de cette possibilité de retour d'une paix durable en République démocratique du Congo avec vous, comment on aborde les négociations. Et pour ce faire, je passe la parole à Louis France. Est-ce qu'on peut entamer cette deuxième partie ou carrément la première partie de cette interview? Ma brillante et estimée consoeur Élisée Odia, merci beaucoup pour ces temps d'échange. Il y a quelques questions sur le premier volet de l'émission. Monsieur Sylvestre, je vais vous déplacer un peu de votre confort, vous installer par ma consoeur. C'est qu'il y a un constat, une thèse qui est développée par pas mal de Congolais, ici au niveau local, que la diaspora venue avec le président Tshisekedi est une diaspora qu'on a transformée en diasporie. C'est-à-dire, le président a choisi l'échantillon le plus médiocre de la diaspora. Le plan de sécurité tenu entre les mains de la diaspora, aucun résultat. Gouverneur de la ville, M. Bumba, jusqu'à Gentini Ngobila, on dit aucun résultat. Premier ministre, le plus précédent, Samalou Kondé, jusqu'à la dernière, diaspora, zéro résultat. Le président de la République lui-même, zéro résultat. On ne va pas parler de la première dame, elle ne fait pas la politique. Diaspora toujours. Le pays est géré par la diaspora. Quelle fierté avez-vous aujourd'hui devant le Congolais de dire vous êtes venu de la diaspora et que le président a choisi les bons échantillons de la diaspora pour travailler pour le compte du pays? Et juste en corrigeant un peu, je ne pense pas que le gouverneur Bumba soit de la diaspora. Si, il est de la diaspora. Okay. D'accord. Avec précision. Il est venu d'ailleurs en 2019. Très bien. C'est un constat que vous faites. La liberté d'expression et l'opinion personnelle est un droit, n'est-ce pas? Tout ce que vous venez de dire, ce sont vos constats. Jusque-là, nous sommes d'accord. C'est ce que vous avez fait comme constat. La population, pas moi. Moi, je répercute la vie des populations. Je ne dis pas le contraire. Merci. Mais jusqu'à preuve du contraire, je vous ai, vous, devant moi, n'est-ce pas? Merci. Vous avez fait un constat que bon nombre peuvent aussi confirmer, comme infirmer également. Quand vous parlez de la diaspora en disant que vous le qualifiez de la diasporie, si je note bien, écoutez, le pays a subi beaucoup d'agressions. Nous sommes d'accord. Le pays a été dirigé par une classe que je ne sais si vous allez la situer, soit une classe locale, pendant 18 ans. Et pendant ces 18 ans, le peuple a toujours crié haut et fort que rien n'allait. Et nous avons vu les résultats qui ont été que nous avons eu pendant 18 ans,
du régime passé. Pour avoir l'honnêteté intellectuelle, vous êtes d'accord avec moi que pendant 18 ans du régime passé, pratiquement rien n'a été fait. Rien. Qu'on se le dise. Lorsque le président Tshisekedi arrive au pouvoir, n'est-ce pas? N'oubliez pas que, à l'arrivée de Tshisekedi, comme vous le dites aujourd'hui, la diaspora, c'était pas la diaspora qui dirigeait, il y avait l'accord FCC Cash. Le premier ministre de l'époque, qui était Sylvestre Ilunga n'était pas de la diaspora. La présidente de l'Assemblée nationale, qui était Madame Janine Mabunda, ou encore le président du Sénat, à l'époque, n'était pas de la diaspora. Le gouvernement qui a eu à mettre en place le programme FCC Cash, c'est-à-dire que vous connaissez, le programme du Premier ministre, n'était pas de la diaspora. Et ces gens ont dirigé le pays pendant combien de temps? À l'arrivée du président de la République, pendant au moins 2 ans. Il y avait un gouvernement parallèle. Hein. Il y avait un gouvernement parallèle constitué des conseillers issus de la diaspora aussi. Mais l'action du gouvernement n'est pas menée par des conseillers. La présidence de la République est régie certainement par des collèges, mais ces collèges travaillent en synergie avec le gouvernement. Et quand vous êtes Premier ministre, vous avez l'action du gouvernement avec vous. Donc vous exécutez le programme du gouvernement. Et ces gens ont dirigé pendant 2 ans, si je ne m'abuse. Et nous avons tous fait le constat. C'était une mauvaise volonté politique. Et lorsque le président décide de rompre cette relation au bénéfice du peuple, c'est-à-dire en mettant en place l'union sacrée de la nation, et en revenant avec un nouveau gouvernement, ça fait 2 ans de perdu. On vous qualifie de démagogue, monsieur Sylvestre. Non, laissez-moi terminer. Ah, vous n'avez pas encore fini? Non, j'ai pas fini. Excusez-moi. C'est-à-dire, je veux juste vous faire comprendre un fait. Et lorsque le président met en place l'union sacrée de la nation, il fallait réformer un nouveau gouvernement. Le gouvernement qui est mis en place juste après 6 mois, 7 mois, nous avons la crise planétaire, la Covid-19, qui a mis toutes les nations à genoux, où le pays a été, je dirais, confiné pendant des mois. Et même les grandes nations ont subi des pertes concernant cette maladie. Alors, lorsque nous sortons de la crise planétaire, le Rwanda nous impose une guerre à l'est du pays. Et cette guerre, il faut y mettre beaucoup de ressources. Monsieur Sylvestre, je voulais relancer ma question, parce que quand bien même vous allez parler de Covid, vous allez parler de la guerre, vous allez parler du FCC Cash, mais ça ne vous a pas empêché de détourner des millions de dollars. Dans la même période, il y a des millions et des centaines de millions détournés. Mais là n'est pas la question. Je vous avais dit, vous n'avez rien trouvé, mais la constitution sur laquelle le président prêtait serment, c'est Kabila qui a laissé, si vous confirmez ou pas. Où le président vit à ce jour, c'est Kabila qui a réhabilité le palais de la nation, c'est lui qui a réhabilité. Et même alors, la plupart de ce que le président utilise aujourd'hui, la garde républicaine, l'armée loyaliste, tout ce que le président utilise aujourd'hui, vous auriez été légué par Kabila. Mais là n'est pas le débat. Mais le débat, on vous qualifie de démagogue. Vous êtes entré au pouvoir, vous avez juré devant le peuple pour la rupture, de faire la rupture. Ça signifie de mettre Kabila de côté et son passé, de commencer le nouvel élan. Mais jusqu'aujourd'hui, dans vos bouches, au lieu de justifier ce que vous avez fait à la tête du pays, on dit que Kabila, c'est maintenant l'offre politique que vous présentez à tout le monde. Kabila, 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 Kabila. Depuis que le mariage FCC Cash a été rompu, vous pouvez évaluer votre bilan vis-à-vis du peuple congolais en dehors de Joseph Kabila. Très bien. Bon, j'allais chuter. Oui. Il n'y a pas de problème, c'est une interaction. Très bien. Alors, avec autorisation de mon estimé consoeur. Je vous faisais comprendre tout de suite que, après la mise en place du nouveau gouvernement, la guerre nous a été imposée à l'est du pays. Et il ne restait qu'une année pour pouvoir aller aux élections. Donc, le premier mandat du président de la République a été un mandat avec plusieurs circonstances atténuantes. Malgré ça, le président a réussi à mettre en place le programme de gratuité, qui permet aujourd'hui aux enfants c'est-à-dire des villages, même au niveau du Sankourou à l'époque, ou même dans les villages de ceux qui ont dirigé,
où les élèves étudiaient sous des arbres et arrivaient même pas à payer. Vous imaginez, vous étudiez non seulement sous des arbres, mais vous n'arrivez même pas à payer. C'est-à-dire tout ce que payaient ses parents n'allait pas dans les caisses de l'État. Mais malgré tout ce que je viens de citer, le président de la République a réussi à mettre en place une gratuité de l'enseignement. Il faut d'abord reconnaître cela. Vous savez, beaucoup de Congolais ne savent pas ce que je vais vous dire maintenant. À l'époque des 18 ans de Kabila, c'était pas possible d'avoir, malgré que nous disons que nous sommes riches, notre terre est riche, on a des minéraux, c'était pas possible à ce que nous puissions vendre nos minéraux. C'est-à-dire même un Congolais lambda puisse avoir de l'or, peut-être 0,1 gramme, et le vendre parce que c'est la terre de ses ancêtres. Ce sont nos richesses à nous, nos peuples congolais. Il a fallu que le président arrive pour pouvoir libéraliser ce secteur. Et aujourd'hui, tout Congolais ayant la légalité pourrait s'investir dans le secteur minier. Ça, c'est un fait. Alors, pour terminer, ma dernière question. Laissez-moi chuter, comme ça vous allez... Oui, il n'y a pas de problème, voilà. Merci. Ça également, c'est un fait. Alors, aujourd'hui, nous avons été aux élections. Le président a une année de guerre que vous voyez et que vous savez, et il a encore 4 ans pour pouvoir remettre en place tout ce qu'il a comme programme. D'autant plus qu'il y a des circonstances atténuantes, l'on ne va pas s'adosser sur ces circonstances pour pouvoir fuir la réalité. Mais dire que les gens détournent des millions, je pense qu'il y a une justice pour ça. Et vous ne pouvez pas changer, n'est-ce pas, l'intelligence intrinsèque, c'est-à-dire la notoriété d'une personne ou encore son amour propre en ce qui concerne, comment je dirais, la réalisation des tâches qu'on lui confie. C'est-à-dire l'honnêteté est personnelle. Vous, tel que vous êtes, vous pouvez être du président Tshisekedi ou de quel président, en vous faire confiance pour pouvoir arriver à une bonne gestion, ne pas détourner, dépend d'abord de cette personne. Monsieur Sylvestre, vous êtes internationaliste, donc vous avez dans vos entrailles scientifiques la conception de l'État. Alors, la question, c'est que quand vous justifiez l'ingouvernabilité de l'État par la situation de l'Est, c'est là où on vous appelle incompétent. Parce que de par le monde, vous n'êtes pas le premier État, ou vous n'êtes pas le premier gouvernement à avoir géré un État sous une agression quelconque, peu importe les termes que vous pouvez utiliser. Aucun État, l'Ukraine, la Russie, même qui sont dans des guerres officiellement déclarées, qui justifient l'ingouvernabilité, le manque d'eau, d'électricité, des transports, des problèmes sociaux, des problèmes économiques, par la situation d'agression ou de guerre. Pourquoi ne pouvez-vous pas copier les modèles du leadership des autres États, vous concentrer sur la situation sécuritaire, c'est bon, mais ne pas justifier l'incompétence d'ingouvernabilité par l'insécurité, parce qu'il y a d'autres pays qui sont en ce moment en guerre, les pains n'a pas augmenté de prix, l'eau et l'électricité sont garanties, l'école, tout est calme, tout est rationnellement organisé. Chez vous, guerre à l'Est, situation de l'Est, c'est comme si vous voulez justifier votre incompétence par la situation de l'Est. Hein? C'est ma dernière question, ma conseillère peut prendre la parole. Permettez-moi de vous aider, vous avez parlé de l'Ukraine, des autres nations. Vous savez, il ne faut pas souvent faire du copier-coller. Le Congo a son histoire à lui et nous avons nos réalités à nous. Les nations dont vous venez d'énumérer n'ont pas connu des médiocres à la tête de leur État pendant 18 ans. La continuité de l'État dont vous parlez, c'est-à-dire qu'un chef d'État arrive et au sein du compte des trésors publics, il n'y a pas de détournement, bien l'autre ne prend pas pour en faire de société privée. Mais c'est pas ce que nous vivons au Congo. Est-ce que vous vous rappelez du premier budget, n'est-ce pas, du budget que le président de la République a eu à mettre en place lorsqu'il est entré en fonction? Et le PIB, est-ce que le PIB du contribuable aujourd'hui congolais, par rapport aux années 2011, 12, 13, quand vous estimez de vous à moi, il y a eu régression ou bien progression? Ça, c'est une autre question. Concernant de la non-gouvernance ou bien, comme vous le dites, c'est pas vrai. Le Congo est un continent, un vaste continent, où le programme qui doit être mis en place est un programme de progression, c'est-à-dire en dents de scie. S'il y a des facteurs comme la guerre, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître qu'il y a la guerre. Et quand vous avez la guerre, vous ne pouvez pas prendre les sommes d'une munition et l'envoyer sur notre terrain. Qu'est-ce que vous faites?
C'est-à-dire, vous prenez ce que vous avez comme budget, vous dispatchez afin que chacun puisse aujourd'hui gagner quelque chose. Et c'est ce qui est en train d'être fait. C'est ça le problème. Il faut tenir compte des circonstances. Tenir compte de circonstances, mais on revient, vous avez parlé de 2011, 2012. On sait qu'en 2011, 2012, 2013, le dollar était à 93. Là, nous sommes en 2025, nous sommes à 2800, 2900. Est-ce qu'on peut comparer Absolument, on peut comparer. Les temps ont changé. Les temps ont changé et ce n'est pas le Congo qui le dit. Alors même sur le marché... Le taux d'inflation est à... Oui. Donc même au niveau économique, il y a eu un problème dans la gestion du pays. Mais cette gestion ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, il y a une continuité de l'État, comme l'a dit le confrère journaliste. Lorsqu'il y a eu des gens qui ont eu à biaiser déjà dès le départ, il faut recoudre et repartir sur de nouvelles lancées. Vous abîmez tout en arrière. C'est pas le devant qui sera corroboré de bonheur. Reconnaissons qu'il y a eu des failles dans le passé. Faudrait pas prendre tout ce qu'il y a aujourd'hui comme vice, comme problème, et le mettre sur la tête du régime actuel. Il faut faire la part des choses. Est-ce qu'il peut pas aussi reconnaître qu'en 6 ans, on a fait 10 bons en arrière? Par rapport à quoi? Mais par rapport à tout ce qu'on avait, un pays un et indivisible. Là, on se retrouve avec un pays qui est occupé, qui est agressé. Est-ce que le pouvoir de Tshisekedi parce que le pouvoir de Tshisekedi n'a pas réussi à sécuriser nos frontières? Ok. Vous savez, c'est la 40e fois que Goma ou les autres territoires sont occupés en République démocratique du Congo. La troisième fois. Et c'est la première fois sous l'ère Tshisekedi, si je me trompe. C'est-à-dire les 2 autres fois étaient lors du régime passé. Ce qui vient nuancer les propos selon lesquels il y avait l'unité nationale totalement au sein des autres régimes. Nous sommes agressés. L'agression est claire. Vous restez chez vous, un monsieur ou bien quelqu'un entre par infraction. C'est ça le problème aujourd'hui. Mais il n'aurait pas aussi pu entrer si on avait sécurisé, si on avait réformé l'armée, si on avait travaillé à sécuriser nos frontières, chose qu'on n'a pas réussi à faire. Très bien. Cette armée dont vous parlez, c'est quelle armée? C'est l'armée de brassage et de mixage. Qui a amené le brassage et le mixage en République démocratique du Congo? Ce n'est pas Tshisekedi. Qui a empêché Tshisekedi de reformer l'armée? Vous savez, je vais utiliser des termes un peu techniques. Lorsqu'on parle de la refondation de l'armée, il y a plusieurs aspects qui entrent en jeu. Nous sommes d'accord. Il faut le recrutement que vous connaissez. Il faut qu'il y ait une volonté populaire de la jeunesse pour pouvoir s'enrôler au sein de l'armée. Et il faut également des moyens. Et l'armée coûte beaucoup. Malgré ça, le président de la République a eu à mettre en place plusieurs unités aujourd'hui que peut-être, je ne sais si vous savez, qui existent et qui n'ont jamais existé dans le passé. Et lorsqu'il y a eu des failles, c'est-à-dire des accords qui ont sombré la République, qui n'ont pas été révélés au peuple, et aujourd'hui, nous sommes en train de payer les conséquences de ces accords. Et c'est ce que le président de la République a dit, non, cette fois, ça ne se passera pas ainsi. Raison pour laquelle cette guerre est popularisée. Est-ce que vous savez que, à l'époque où, entre le brassage et le mixage, si on veut expliciter les termes du brassage et le mixage. Le brassage, c'est quoi? Et qu'est-ce que c'est que le mixage? Imaginez tant soit peu que des individus non identifiés entre le du Congo prennent des armes, nous agressent, tuent des femmes, condamnent même, tuent des femmes et puis assassinent nos concitoyens. Et demain, on se lève et dit, bon voilà, au nom d'une quelconque paix, rentrez au sein de l'armée républicaine, vous avez des grades de généraux, des commandants, et que l'on met dans des postes stratégiques d'entrée. Et ces gens refusent de rejoindre Kinshasa et sont déployés où ils étaient qui occupaient le peuple. Et vous arrivez au pouvoir, vous voyez de telles situations, il faut que vous puissiez faire des réformes. Monsieur Sylvestre, est-ce que vous pouvez avoir le courage de dire aux Congolais à quel niveau de responsabilité le président Tshisekedi a failli sur la question de l'Est? Que je puisse dire aux Congolais... Quelles sont ses erreurs, oui, ses fautes, tant sur le plan tactique, stratégique que politique? Il a la responsabilité, il faut que vous le disiez. Il a la responsabilité comme chef de l'État, mais à quel niveau a-t-il failli? Jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'il est dans le plein droit de son mandat. Non, moi je reformule, je repose ma question. Je vais vous... Quelles sont ses fautes, quelles sont ses responsabilités? Mais je ne suis pas obligé de répondre comme vous le souhaitez. Allez-y. N'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Entre la responsabilité et une faute, ce sont deux choses distinctes. Nous sommes d'accord, madame. Mes responsabilités sont connues.
Mais faute également, c'est autre chose. Dégagez les deux pour le compte du président. Très bien. Le président de la République, je résume sa responsabilité en tant que garant du bon fonctionnement des institutions de la République. N'est-ce pas? Nous sommes d'accord? Oui. Très bien. En ce qui concerne la faute, ce sont les méandres que vous, peut-être, vous aurez pu constater lors de l'exercice de son pouvoir. Je peux vous les opposer? Si vous voulez bien, il n'y a pas de... Très bien. On va commencer un exercice important. Très bien. Celui de promesses non mesurées. Parce qu'il s'agissait d'une situation d'ordre sécuritaire. Quand un chef de l'État dit, aussitôt que je suis président, pour me sentir président de la République, je dois terminer la situation de l'Est. C'est la première promesse. Et j'irai habiter là-bas. Et... Bon, je voudrais qu'on puisse évoluer pour ne pas oublier. Mais maintenant, je vais résumer la question. Ça, c'est juste, je vous ai rappelé les éléments. Les promesses. Très bien. Maintenant, la question. Est-ce qu'en âme et conscience, si vous êtes en face du président, vous pouvez avoir le courage de lui dire, Monsieur le Président, si c'était à refaire, voici ce que vous n'auriez pas dû faire pour que nous n'arrivions pas où nous sommes. Bon, vous avez énuméré qu'une seule promesse, je ne sais pas sur base de quoi. Moi, je vais juste répondre à cette question. Et vous dites clairement qu'il dit que lui, en tant que chef d'État, président de la République démocratique du Congo, qu'il se sente président. Je pense que ça, c'est vous qui le dites. Mais je pense que la promesse... C'est lui qui l'a dit. Je pense que la promesse était que sa mission, c'est-à-dire sa volonté, est de mettre fin à cette barbarie à l'Est et de rétablir notre pays indivisible, comme l'a dit la consoeur ici, et de ramener la paix. C'est tout un processus. Ce processus peut prendre combien d'années pour en terminer ce discours? Écoutez, on en a beaucoup entendu. Écoutez, oui. Laissez-moi... Allez-y, Monsieur Sylvestre, c'est une interaction. Donc, pour gagner une guerre, il faut être un tacticien, un technicien et un stratège. Le président l'est? Il est. Alors, je vous oppose des faits avant de remettre la parole à mon estimé. Sinon, on peut le laisser terminer. Quand il parle de stratège, on peut le laisser développer et après plaisir. Vous allez terminer. Il faut être un stratège, un technicien et un tacticien. Vous êtes agressé par un agresseur qui n'est pas connu. Il faudrait une stratégie pour démystifier l'adversaire. Et le président l'a fait. Sur le plan tactique, il faut des unités de combat. Et le président a eu à mettre en place des unités de combat que vous et moi, autrefois, nous n'avons jamais entendu parler. Vous avez connu les hiboux, les tigres? Non, c'est sous le régime de Tshisekedi. Et cette tactique a eu à s'imposer jusqu'à ce qu'aujourd'hui, l'adversaire n'arrive pas à avancer malgré les moyens que cet adversaire a. Et technique, c'est ça la diplomatie. Stratégique plutôt. Oui, c'est-à-dire, stratégie, voilà, c'est ça la diplomatie. Et c'est cette diplomatie, écoutez, la guerre d'aujourd'hui n'est pas une guerre du président de la République. C'est la guerre du Congo. Et même si M. Tshisekedi quittait le pouvoir aujourd'hui, et on vous mettait président, si le problème n'est pas résolu, cette question, nos concitoyens continueront à souffrir, et c'est ça notre cheval de bataille. J'ai une dernière question, Monsieur Sylvestre. Il y a un regret de Congolais parce que vous pouvez parler des tactiques, des stratégies, d'intelligence, de ceci, mais ce qui importe, c'est le résultat. Déjà, vous êtes d'accord avec les Congolais que le bilan sur le plan sécuritaire du Congo, du président de la République, est négatif, largement négatif. Ça, c'est vous qui le dites. Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous avez suivi les dernières statistiques du Conseil de sécurité des Nations Unies, que nous sommes arrivés à plus de 150 millions de morts. Le président, en entrant au pouvoir, il est arrivé autour de 80 millions. Ce n'était pas une joie. Ce n'est pas un motif de gloire non plus. Mais quand il entrait, ce que vous ne mesurez pas, c'est l'ambition qu'avait le président Tshisekedi. Très bien. Ce n'est pas d'analyser, ce n'est pas de réfléchir, mais plutôt de mettre fin. Donc il avait le moyen avec lui, aussitôt entré, de mettre fin parce que sa parole vaut une force de loi. Ce n'est pas le premier bilan, le premier mandat, parce que vous allez parler de Kabila comme l'offre politique, mais au deuxième mandat, la situation s'est empirée. C'est au travers du deuxième mandat que plusieurs localités ont été occupées par l'ennemi. Vous ne voyez pas que l'accord FCC-Cache vous a quand même aidé de gérer cette situation qui s'est empirée au second mandat quand vous aviez les pleins pouvoirs et la majorité mécaniquement obtenue au Parlement. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Il faut rappeler que le président de la République est élu pour 5 ans, et non pour une année, ou 2 ans, ou encore 3 ans, c'est pour 5 ans. Et c'est un processus. Je ne vais pas m'enlacer de vous le dire.
La paix est un processus. La guerre se gagne par stratégie. Nous sommes d'accord. Quand vous dites l'accord FCC-CACH a permis à ce que nous puissions, c'est pas, gérer le pays comme vous le dites, revenons aux statistiques. Voyons le bilan. Des 2 ans du FCC étant majoritaire dans les institutions étatiques du pays et celui du président Tshisekedi. Goma était encore au Congo, Kivu était encore au Congo, Bunagana était encore au Congo sous FCC-CACH. Là même, si vous le dites, je dirais que vous oubliez que Goma et puis Bukavu ont été occupés la première fois sous l'ère Tshisekedi. Cependant, ceux dont vous êtes en train de vouloir faire l'apologie, c'est pas ayant bien dirigé. Oh, comment ça l'apologie? Je ne sais pas. C'est juste pour vous dire qu'ils ont perdu ces territoires plusieurs fois au cours de leur mandat. Et ce sont eux qui nous ont amenés dans la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Ce brassage et ce mixage que je ne cesse de dénoncer chaque jour et chaque instant. Donc, accorder du crédit au président de la République, d'autant plus que même si nous ne le voulons pas, c'est le garant de la nation. Il reste 2 ans. Ça, c'est vous qui le dites. Oh, vous êtes encore là pour longtemps? Bien, parce que si nous comptons exactement à l'instant où nous sommes, ça ne sera pas 2 ans. Il reste 2 ans. Pas 2 ans. Oui, mais une année électorale, il reste 2 ans de gestion. Ça, c'est vous qui le dites. Vous voyez, la constitution est claire que le président de la République quitte le pouvoir jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau président. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire après il va rester au pouvoir après 2028? Le président est un démocrate. Oui. Nous ne sommes pas des dictateurs. C'est un démocrate et il a le respect de la Constitution. Merci. Merci. Et il a le respect de la... On a parlé de la guerre. Maintenant, là, il faut parler de la paix. Avec toutes les initiatives qui sont en train d'être prises sur ton niveau international, c'est allé tellement vite qu'on n'arrive même plus à suivre. Il y a Doha d'un côté, avec... déjà, vous, au niveau de l'APPC, si je ne me trompe pas, comment vous accueillez toutes ces initiatives? On nous avait dit, on ne va pas négocier avec les pantins. On se retrouve avec les pantins à Doha. On nous avait dit, je ne parlerai que avec Kagame au ciel. On l'a vu avec Kagame, on a vu le président avec Kagame à Doha. Maintenant, on a vu la signature d'une déclaration des principes au niveau de la PPC. Comment vous analysez, surtout que nous sommes également en face d'un expert en droit international. Comment vous analysez toutes ces initiatives qui foisonnent un peu partout? Très bien. Je vois une question un peu cachée sous votre question. Parlant c'est pas le président qui dit qu'il ne va jamais négocier avec les pantins. Le président dit qu'il n'aura jamais en face de lui un groupe de pantins, ce groupe de pantins pour négocier avec eux. Et je ne pense pas que jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu le président de la République assis devant ce groupe qui qualifie et qui est un groupe de pantins. Il a donné mandat aux gens. Vous êtes dans le droit international. Je vais chuter. Il dit que lui, il parlera, bon, avec Kagame au ciel. Là, c'était un autre contexte. Vous savez, la diplomatie et la politique ne sont pas des sciences d'exactitude comme 1 + 1 font 2. Les circonstances d'une situation amènent les positions à s'adapter en fonction du moment que vous traversez. Mais le président était ferme. Il dit que lui ne parlerait qu'avec Paul Kagame, c'est-à-dire le propriétaire de ces gens. Et c'est ce qu'il a fait. Nous l'avons vu à Doha, tête à tête avec Kagame, et après, des instructions étaient claires. Vous avez vu que les gens qui dépendaient de Kagame sont également partis à Doha parce qu'ils avaient refusé de venir ici au niveau de l'Angola. Donc vous comprenez qui est l'auteur, qui est le patron de ce mouvement hostile à la République. Venant au chef de l'État, jusqu'à preuve du contraire, le président de la République est une institution. Le gouvernement en est une autre. Donc le gouvernement peut prendre des initiatives à travers la première ministre qui est celle qui coordonne les actions du gouvernement, qui est chef du gouvernement, et négocier avec un groupe rebelle. Mais pas l'institution président de la République, jusqu'à preuve du contraire, n'ont pas vu la signature du président de la République. Ces différentes initiatives, comment on parle de cette déclaration de principe. On crie déjà, il y a des personnalités qui ont signé un communiqué pour dire attention, on est en train de brader le pays, de brader le minerai, mais on sent que du côté du gouvernement et de l'Union sacrée, on est en train d'applaudir ce qui se passe alors que certains redoutent le pire. Est-ce que la déclaration de principe qui va donner lieu à des négociations dans quelques jours ici est une bonne chose pour le pays? Vous savez, pour la paix, pour le contexte ce qui concerne la paix, pour amener la paix dans notre pays, nous n'avons pas de mauvaises initiatives à prendre, d'autant plus qu'il s'agit de la paix de nos concitoyens.
Bon, ces personnalités qui font des déclarations, je me pose la question de savoir si elles ont déjà une fois assisté à cette réunion et avoir le document réel, n'est-ce pas, de ce que prétend, ce que prédit ces accords, avant même de sauter, de parler de bradage des minéraux. Il tire une sonnette d'alarme au regard de premiers éléments que nous tous avons lus, quoi. Vous savez, c'est toujours bien d'être patriote, nationaliste, c'est bien, mais il ne faudrait pas que certaines pensent que leur volonté soit une réalité. Nous avons un État sérieux, nous avons un gouvernement sérieux, nous avons un président de la République qui est très sérieux dans ce qu'il est en train de faire. Alors, je ne le vois pas brader les minéraux de la terre congolaise et puis vendre le pays. Non, ça, il faut l'exclure. Je disais tout à l'heure que vous êtes expert en droit international. Quelle peut être la portée juridique d'une telle déclaration de principe ou des pourparlers qu'on a vu, par exemple, à Doha? Quelle peut être la portée juridique, cela, sur le plan international? Non, vous savez, le secrétaire d'État américain, beaucoup parlent de secrétaire, mais c'est le premier ministre des États-Unis, n'est-ce pas, qui est comme parrain de ces accords de principe. Et lorsque vous avez... C'est le ministre des Affaires étrangères, quand même, américain. Oui. La deuxième personnalité. Quoi. Oui, mais la personne qui est vraiment le parrain, c'est le premier ministre. C'est le premier ministre américain. Eux, ils n'ont pas des ministres, mais c'est le premier, je vous le dis, c'est le premier ministre Alors, quand vous venez, institution, je ne sais pas comment M23 on va les appeler, et que vous signez un accord de principe, c'est-à-dire qu'il y a eu des préalables, il y a eu des négociations. Et il y a des accords de principe qui ont été peut-être, qui n'ont pas été révélés, et qui révèlent le futur d'un accord avec le gouvernement. Alors, sur le plan international, lorsque vous voyez les États-Unis d'Amérique qui veulent investir en République démocratique du Congo, comme ils investissent partout, il faudrait qu'il y ait la sécurité. Et la RDC fait partie des instances ou des institutions internationales qui ont eu à signer des traités de libre-échange et de paix, et qui font partie des institutions où les gens appellent à un développement du millénaire et qu'il y ait une paix durable sur tout ce qui est en train d'être fait sur les différents continents. Alors le M23, l'AFC et le gouvernement congolais ont eu à mettre en place cet accord afin de pouvoir sortir un projet sur lequel nous pourrons refonder notre nation pour qu'il n'y ait plus de braquage et aussi de crimes horribles à l'est de notre pays. Quelles sont les concessions qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a il y a forcément des concessions à faire pendant les négociations. Qu'est-ce qu'on peut lâcher? Qu'est-ce que la République peut lâcher? Et au M23, AFC M23 et au Rwanda? Non, vous savez, nous sommes un État souverain. Et le président était clair. Nous n'allons rien lâcher. Ce sont plutôt les agresseurs qui doivent se retirer et aller dans des cantonnements. Maintenant, si au niveau des programmes de cantonnement, l'on découvre qu'il y a réellement des fils du pays qui sont au sein de ces groupes hostiles, ces ennemis, là, la souveraineté et le pouvoir du président de la République verra qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de dialogue congolais entre fils du pays et revoir la situation en interne. Mais pour l'heure, le pays ne va rien céder, rien du tout, et nous irons jusqu'au bout pour l'unité nationale. Monsieur Sylvestre, président du regroupement politique, ma consoeur Élisée Odia a touché la substance de la question qui attire mon attention sur l'existentialité juridique des accords qui engagent l'État congolais, qui ne se retrouvent pas dans la nomenclature des actes liant les États et les organisations internationales, évidemment, comme base juridique internationale. Ce n'est pas repris. Il n'existe pas dans la nomenclature un acte qu'on appelle le principe la déclaration des principes. Ça n'existe pas. Ce n'est pas pris en charge par le droit international dont vous nagez du jour au lendemain. Et cet acte-là, qui n'a pas de fondement, engage un État qui est formel, qui est une société formelle, et engage un chef de l'État qui est une institution. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, le Congo, sous Tshisekedi, est exposé à des vides, à des hérésies, à des moqueries, des choses qui nous exposent aussi à la rusée publique. Ça, c'est la première question. Parce que le chercheur, nous essayons de vérifier, ces concepts-là déjà n'est pas pris en charge et il n'y a pas moyen de faire des recherches dessus.
Ça, c'est la première question. La deuxième question. Elle avait soulevé une question importante, ma consoeur, j'ai beaucoup d'estime pour elle, une question pertinente revenant sur les prestations de serment politique du président de la République. Quand quelqu'un vous dit « je ne vous rencontrerai qu'au ciel », donc vous êtes ennemi juré. Et pourtant, ce n'est pas un langage qui devrait s'appliquer dans le cadre institutionnel et diplomatique. Un langage qui devrait s'arrêter à la 10e rue Limitée ou dans le siège de votre parti politique. Est-ce qu'en voyant de telles attitudes du président qui engagent notre État, qui engagent notre crédibilité, prendre de telles positions, c'est rebuffé après, vous pensez vraiment qu'à ce jour, nous sommes dignes en tant qu'État de nous confronter à de tels discours au niveau international? D'abord, je vois que vous martelez plus sur le droit international tout en ignorant la diplomatie et la politique, qui sont aussi des branches dans lesquelles l'on pourrait tirer des ressources pour pouvoir régler un conflit. Donc, tout conflit n'est pas forcément réglé par le droit. Ça, il faut le savoir. Tout conflit n'est pas forcément réglé par le droit. Surtout quand il s'agit des conflits de guerre, c'est souvent la diplomatie qui peut, à un niveau élevé, très élevé de diplomatie, prendre des décisions pour le bien-être du peuple. Et ça, nous l'avons vu même avec, après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont eu à faire des concessions avec les nazis. Il y a eu beaucoup de choses. Ça, il n'y avait pas un droit qui pouvait le mettre en place. Mais au nom de la diplomatie et de la politique, ça a été fait. L'Ukraine, qui est dans le cas d'espèce de la République démocratique du Congo, et le président de la République, le président américain, demande à Zelensky de signer des accords minéraux et autres. Et au départ, il ne voulait pas, mais là, il a commencé à revenir sur de meilleurs sentiments. Quel était le fondement? Il n'a jamais prêté serment publiquement. Qui, Zelensky? Oui, non. Dit quoi? Il n'a jamais dit que jusqu'au ciel. Non, là, je réponds à la première question. Merci. Je vais y venir. Avec plaisir. Ne vous inquiétez pas. Merci. Oui, c'est pour vous faire comprendre que, au nom de la souveraineté d'un État, c'est-à-dire lorsque les peuples sont massacrés, assassinés, il y a des décisions qui sont prises au plus haut niveau de la gérance mondiale et qui sont insérées dans le cadre diplomatique. Donc, on nous a imposé cette décision. Laissez-moi venir. Je ne le dis pas. J'essaie de découdre un peu votre... Non, personne ne peut nous imposer une décision. Je viens de dire, c'est au nom de la souveraineté et de la paix. Vous voyez que les instances de très haut niveau ont compris que en République du Congo, il faudrait qu'on mette fin à 30 ans d'assassinat, 30 ans d'incursion et 30 ans de violation de nos territoires. Qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait échanger, négocier et mettre en place un programme. Concernant ce que vous venez de dire, que le président de la République disait qu'il ne verra, je ne sais qui, jusqu'au ciel. Donc, ça signifie que jusqu'au ciel, donc jusqu'à ma mort. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Parce que tous avant d'aller au ciel, ça, c'est vous qui le dites. Je sais que vous maîtrisez la littérature. Il y a le sens propre et le sens figuré. Le sens propre, c'est ce que l'on peut dire et on le prend au premier degré. Le sens figuré, c'est une émanation des propos ou d'une chose qui ne reflète pas immédiatement. Lui, il avait parlé dans quel sens? Figuré ou propre? Laissez-moi venir. Allez-y. Laissez-moi venir. Oui. Qui ne répond pas directement à la question du sens propre. Le ciel. Quand on vous pose la question de savoir c'est quoi le ciel, qu'est-ce que vous allez dire? Le ciel, c'est là où c'est le paradis. Ça, c'est vous qui le dites. Oui. Par contre, moi, je pourrais vous dire que c'est l'ensemble des couches qui couvrent le monde entier. Oui. Et lorsque je dis, c'est la même chose. Bon, ce que je dis. Et lorsque moi je dis, bon, je vous verrai rien que sous le ciel de Doha, qu'est-ce que vous allez dire? Oh, Doha et le ciel aussi. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous poser, excusez-moi. Laissez-moi descendre. Vous départager, on le laisse terminer, après vous allez répondre. Vous poursuivez. Je ne savais pas que Doha était au ciel. Laissez-moi venir. Allez-y. Je parle de la littérature. Là, nous entrons vraiment dans ce que vous comprenez, dans les mots et les textes de littérature. Lorsqu'on parle du ciel de Doha, c'est-à-dire qu'on parle peut-être de Doha. Parce que Doha est couvert par un ciel. On parle du ciel congolais. Oh. Écoutez, lorsqu'on vous refuse l'espace aérien congolais, vous n'allez pas passer. C'est notre ciel. Je vous dis. Mais je vais vous opposer. Excusez-moi. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je risque de perdre le fil. C'est juste pour le bon déroulement de l'émission. On laisse avancer. On le laisse terminer. Allez-y, il n'y a pas de problème. Oui. Alors, lorsque quelqu'un vous dit au ciel, ne le prenez pas au premier degré. Il faut lui poser la question, c'est au sens propre ou au sens figuré. Et je vous dis maintenant que le ciel dont parlait le président de la République, c'était pas un ciel où habite Dieu, mais c'est le ciel couvrant le monde entier. Alors, il pourrait voir Kagame soit à Doha, comme il l'a fait, ou carrément dans un autre pays. Et aujourd'hui, nous sommes tous témoins qu'il a vu Kagame au ciel de Doha. Alors,
Monsieur Sylvestre, donc vous contredisez le président de la République. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, vous entrez en contradiction avec l'image, enfin... C'est-à-dire dans quel contexte? Le langage discursif du président, parce que le président l'a dit en français. Je rappelle ici que vous manipulez très très bien le français. Félicitations pour ça. Ça, c'est vous qui le dites, merci. Mais le président a des phrases qui ont précédé ces serments. Très bien. Il faut rappeler. Okay. Monsieur Kagame et moi, c'est fini. Très bien. Donc quand on dit c'est fini, donc c'est terminé. De deux, il a tué le Congolais. Il a fait ceci de Congolais. C'est ce que nous condamnons tous. Moi et M. Kagame, nous ne pouvons plus nous rencontrer. Okay. Nous ne pouvons nous rencontrer que au ciel. Ça, c'est la première nuance. Mais voici la question. On vous oppose ce que le président reproche à Kagame. Il lui reproche à Kagame d'avoir exterminé son peuple, chose qui est légitime, qui est normale, et que c'est lui qui extermine votre peuple et votre ennemi. Si vous pensez que Doha, le président parlait de Doha comme cadre d'échange, aujourd'hui, à Doha, il y a rencontre avec Nanga, mais entre-temps, le siège du PPRD continue à être suspendu, les activités suspendues. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une contradiction entre vous et le président? Si Kagame a été ennemi, Nanga ennemi, tous se sont retrouvés à Doha, alors que le siège du PPRD, qu'on aurait accusé d'être en connivence avec l'ami de Doha, est suspendu, vous ne voyez pas qu'il n'y a pas une position claire vis-à-vis du gouvernement congolais et du président de la République sur cette question? Je prends le peuple à témoin. Lorsque le président de la République dit qu'il verra Kagame, comme vient de le dire, c'était quand? C'était lors du meeting au stade des Martyrs. Si vous vous souvenez, c'était pendant la campagne électorale. C'est pendant la campagne, mais on ne sait pas. Oui, moi je me souviens très bien. Après, revenons un peu, très récemment là, lors de la réunion de l'Union sacrée, le président était clair. C'est-à-dire, il dit que si lui il verra Kagame, c'est-à-dire le conditionnel, donc, si éventuellement bien s'il verra Kagame, voilà, il discuterait avec ses pantins, ce serait avec le chef Kagame. Et lui demanderait pourquoi tu agresses mon peuple. Donc le président en soi vient de changer, c'est-à-dire de modifier, c'est-à-dire ce qui est un droit naturel pour l'être humain, d'autant plus que rien n'est absolu, même l'évangile c'est-à-dire la prédiction de l'évangile. Ça c'est vous qui le dites. Même l'évangile que nous savons est interprété. Donc je suis libre d'avoir une pensée aujourd'hui et en fonction d'une réflexion, d'une autre sagesse, d'une autre connaissance, être dans le transcendantal et dire que bon, aujourd'hui, je reviens et je dis ceci. Et nous nous appuyons sur ce qu'il a dit récemment. Parce que ce qu'il vient de dire vient d'abroger ce qu'il avait dit autrefois. Et je vous rappelle que c'est ce qu'il a fait. Il a vu Kagame. Il a été clair avec Kagame. La deuxième question de Louis-France, comment continuer de suspendre le PPRD qui est accusé d'être de mèche avec Kagame et Nanga alors qu'on discute avec Kagame et Nanga? Comment on a? Très bien. Vous savez, il y a la séparation des pouvoirs en République démocratique du Congo. La justice peut avoir des éléments compromettants contre une personne, une institution ou quoi que ce soit. Il faudrait qu'il y ait une nuance entre l'individu Kagame qui n'est pas membre du PPRD, et qui encore, parce qu'il faut citer le nom, parce que à part Kagame, Nanga n'a jamais été du PPRD. Nanga est de l'AFC, quelque chose qu'il a créé. Et si je ne me trompe pas, je pense que le gouvernement est en pourparlers, en négociation avec l'AFC de Nanga et le M23. Alors, si le PPRD, en tant que parti politique, comme la PPC, aujourd'hui, la justice arrive à dévoiler, à avoir des éléments qui mettent en compromission le PPRD ou un autre parti politique, de connivence avec l'ennemi, il faut laisser la justice faire son travail. C'est tout à fait normal. Il faut laisser la justice faire son travail. On me fait signe qu'on va très bientôt terminer. Je disais au début de cette émission que vous avez été reçu par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, et Bérande Kolongel, diront certains. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, parce que là on parle de la résolution de cette crise de manière à l'extérieur, sur fond de tout ce qui se passe à l'international, mais en interne, est-ce qu'il n'y a rien à faire? Bon, je pense qu'il y a déjà la consultation. Toutes les forces ont été écoutées. Pas toutes les forces quand même. Tous, la plupart, l'opposition, une grande partie, ne jure que sur le pacte social pour la paix dans le Grand Lac
les grands leaders, vous le connaissez, Ensemble, Fayulu, les CID, en tout cas toutes les grosses pointures de l'opposition congolaise. Vous vous basez pour dire que c'est l'opposition, c'est pas des grands leaders. Par rapport à quoi? D'autant plus qu'ils ont été aux élections avec le président de la République, ils ont perdu lamentablement. Ils n'ont même pas réussi à avoir, je sais pas, 10%, 11%. Nous sommes plus de 80 millions à 100 millions de population. Si vous êtes incapable d'atteindre même 20 millions, 20% ou 15%, vous êtes grand par rapport à quoi? Des élections contestées, hein, controversées et contestées. Vous savez, hein, l'opposition africaine n'a jamais été républicaine. La seule opposition républicaine... Vous parlez de l'UDPS avant d'accéder au pouvoir. Hein. Donc l'UDPS n'a jamais été républicaine. Hein. Je dis l'opposition africaine n'a jamais été républicaine. La seule opposition républicaine que nous avons connue dans ce pays, c'était le Sphinx de Limété. Pas Félix Tshisekedi. Écoutez, quand nous parlons de l'UDPS, c'est pas le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi était membre de l'UDPS et était secrétaire national chargé de la diplomatie. Il y avait un président de l'UDPS. Vous comprenez? Alors, nul ne peut se taper la poitrine aujourd'hui, revendiquer une certaine popularité, une grandeur en République du Congo, d'autant plus que tous les droits des Congolais et les Congolais naissent égaux. Alors, il n'y a pas une grosse pointure bon, si les grosses pointures, c'est chez lui, mais en ce qui concerne la vie du peuple, il n'y a pas une grosse pointure en République du Congo. Donc, pour vous, tout ce qui s'est passé avec le conseil spécial du chef de l'État était une réussite. Ces consultations ont été une réussite. Les fils du pays ont apporté des solutions lors de cette consultation. Et nul n'est mieux placé que quiconque en République démocratique du Congo. C'est pas parce que vous avez porté un nom qui, à un moment donné, a eu une certaine crédibilité en fonction des circonstances d'alors qu'il faut penser qu'il n'y a pas eu de mise à jour. Nous avons de nouvelles têtes au sein du pays et ces têtes ont été écoutées, ont apporté des propositions et sur base de ça, le pays va se décoller. Je laisserai la dernière partie à Louis France pour clôturer l'émission, d'autant plus que moi, j'allais démarrer, mais je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, la mise en place d'un gouvernement de cohésion nationale est la solution pour la paix au pays? Le gouvernement de l'Union nationale pourrait apporter beaucoup parce que ce sont les fils et les filles et fils du Congo qui sont appelés à apporter leurs connaissances, leurs contributions, leur patriotisme afin que nous puissions résoudre le problème qui sévit au sein de nos institutions. Les raisons pour lesquelles le président était ouvert et il est encore ouvert, n'est-ce pas? Jusque-là, il n'y a pas eu un gouvernement. C'est-à-dire les consultations continuent et ce que vous citez là, je vous dis qu'il y en a qui sont consultés. Parce que toute chose ne peut pas être à la lumière de tout le monde. Il y a des choses qui se font en sagesse africaine. Donc, il faut impérativement un gouvernement d'union nationale. C'est impératif. Il faut en avoir. Et vous voyez jouer un rôle aussi? Bon, vous savez, tout fils du Congo, réel, hein, tout nationaliste de la République, lorsque vous êtes appelé à la chose publique, si vous avez des contributions à y faire, je pense pas que vous puissiez refuser, ça serait trahir la nation. Alors, donc, si aujourd'hui, le président de la République, bien le conseil spécial, ou encore la formation du gouvernement, on disait, bon, on a besoin de Sylvestre Makambo, j'apporterai ma petite contribution à bâtir notre nation. Les pierres vous en apporté déjà dans le domaine du transport, domaine de santé, domaine de l'agriculture. Louis France. Monsieur Sylvestre, même si vous avez semblé minimiser quelques leaders qui ont été leaders avant Félix Tshisekedi que vous chantez aujourd'hui, parce que sur la table politique de l'UDPS, Etienne Tshisekedi ne parlait pas avec Félix Tshisekedi, il parlait avec Katumbi, il parlait avec Fayulu. Il ne faut pas le minimiser aujourd'hui parce que Tshisekedi, Félix est devenu président de la République, ça il faut le rappeler. Peut-être que vous étiez en Europe. Mais voici la question. Il m'a été demandé ici de vous soumettre à un exercice bilan de votre gestion que vous avez vanté ici le long de l'émission. Félicitations, vous êtes un bon parleur. Mais, Monsieur Sylvestre, dans le domaine de transport, que vous semblez travailler dessus, que vous semblez avoir apporté une touche, vous pouvez dire aux Congolais, qu'est-ce que le président Tshisekedi a fait en un mot? D'abord, le domaine des transports, il a fait quoi pour les Congolais, les Kinois particulièrement? Bon, le pays ne se résume pas qu'à Kinshasa.
Je vais vous répondre. Comme je l'ai dit, je ne suis pas obligé de commencer comme vous le souhaitez. Mais moi, je voudrais commencer, il faut contextualiser les débats. Je suis d'accord avec Merci. vous. Je ne disconviens pas. Cependant, il faudrait comprendre que le pays n'est pas seulement Kinshasa. Quand on parle du transport, il ne s'agit pas du bus ou bien autre chose. Vous savez, lorsque le président arrive au pouvoir, peut-être vous avez oublié, il y a eu plus d'une centaine de bus Transco qui ont été inaugurés. Vous vous souvenez? Il faudrait faut faire des recherches. Vous verrez que ce que je suis en train de dire est vrai. Le président a acheté beaucoup de bus Transco qui ont été donnés à la population. Monsieur Makambo, je ne parle pas de... Excusez-moi, sauf que si je peux, j'ai massacré votre nom. Je ne parle pas des œuvres philosophiques. Vous avez vécu en Europe. Vous connaissez ce que c'est les transports d'un État. Vous m'avez posé une question. Oui, je vous laisse avancer. Oui. J'ai besoin... Ici, nous avions, le long de l'émission, analysé. Mais ici, nous allons résumer. Dans le domaine des transports des Quinois, de 2019 à ce jour, qu'est-ce qui a changé dans le transport quotidien des Congolais et des Quinois en particulier? C'est ça ma question. Oui, et je suis clair. Oui. Le président a acheté plusieurs bus. Donc, il y a eu des bus. Il y a eu le programme Transkin, Transacademia. En faillite aujourd'hui. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Non, j'ai dit les bilans. Quand je parle des choses... Ça, c'est vous qui le dites. Excusez-moi, moi, je ne fais que relever... Monsieur Sylvestre, oui. Je ne dis pas des choses qui ont été faites qui n'ont pas marché. Non. Je dis des choses qui ont été faites et qui marchent parfaitement bien aujourd'hui. Moi, je vous parle de Transacademia. Je vous parle de la société de transport qui a créé plusieurs bus. Et dernièrement, vous avez aussi suivi le programme du gouverneur. Il parle de la mise en place d'un taxi fluvial. Toute chose est une continuité. Non, ça, ce sont des philosophies. Parce qu'à ce moment que je vous parle, Transco est en grève. Écoutez, Transacademia est en grève. Là, nous entrons dans la gestion. Oui, nous parlons de la gestion. Qui ne revient pas au président de la République. Au président de la République. Non, là, il faut voir le directeur général de Alors, je vais peut-être que vous avez besoin, vous allez orienter cette question vers l'Académia. Oui. La dernière question, et puis on va chuter. Oui, la dernière, je ne vais pas loin. Vous allez regarder les Congolais, Monsieur Sylvestre. Si vous aimez beaucoup le président de la République, vous aimez les peuples, vous aimez aussi les présidents parce que vous les servez. Très bien. Un seul produit alimentaire qui a été revu à la baisse depuis 2019 jusqu'à ce jour, que vous avez trouvé à un prix beaucoup plus élevé, mais que vous aviez baissé. Produit alimentaire que nous mangeons tous. Un seul produit alimentaire. Oui. Vous savez, oui. Ce qui est intéressant, c'est quoi? Oui. Vous prenez les questions au prime abord. Oui. Nous sommes d'accord? Oui. Commencer par nous citer les produits. Non, écoutez. On va continuer dans l'analyse. Là c'est possible avec des personnes qui ne comprennent pas le contexte. Oui. Je n'ai pas parlé des contextes. Laissez-moi venir. J'ai parlé des faits palpables que nous pouvons nous tous. Laissez-moi éclairer aussi le peuple, n'est-ce pas? Allez-y. Il ne faudrait pas que des gens ne comprennent pas. Vous avez parlé du dollar qui a eu l'inflation, nous sommes d'accord. Mais quand il y a taux d'inflation, il y a augmentation des prix. Et le salaire des fonctionnaires ou encore des militaires a pris cet ascendant. C'est-à-dire, le plan social, le bilan est négatif. Écoutez, écoutez ce que je suis en train de dire. Oui. Quelqu'un qui touchait 90 000 autrefois, où la tomate était à 50 au fond, et aujourd'hui, cette personne touche 200 000, acceptez que la tomate soit à 100 francs. Non, mais le dollar est à 280, il faut tenir compte. Mais ce n'est pas ça ce que je vous demande, parce que... Excusez-moi, M. Sylvestre, on va entrer dans les domaines beaucoup plus économiques approfondis. J'ai dit, le président, en entrant, il avait l'ambition de favoriser le social des Congolais. On l'appelait même papa social. Je vous ai posé la question, un seul produit que vous avez trouvé sous Kabila à un prix élevé, qui a été revu à la baisse. C'est simple. Non, quand vous dites un seul produit trouvé sur Kabila, c'est là que je vous fais comprendre qu'il y a l'évolution. C'est-à-dire? Il y a l'évolution du système même alimentaire. C'est-à-dire quoi? Le service national, où il y a la production pour les militaires, autrefois, c'était sous Kabila? Non, je ne parle pas des services nationaux. Moi, je parle des produits, ce sont des produits alimentaires, oui, mais ça fait partie de ces produits. Comment vous voulez exclure? Vous voulez que je vous cite les produits ou on va le laisser terminer, et parce qu'on va chuter là, on vous laisse répondre, et on va juste terminer cette émission-là, et peut-être qu'on reviendra sur plus en détail dans une prochaine émission. Donc, répondez juste à la question, qu'est-ce qui a été fait sur le social, sur les denrées alimentaires? Oui, c'est ce que j'expliquais aux confrères. Je nous fais comprendre qu'il y a évolution de société. C'est-à-dire, les temps d'hier ne sont pas les temps d'aujourd'hui. Lorsque le concitoyen touchait 90 000 et qu'aujourd'hui touche 300 ou 200 000, acceptez que le prix qui était à 50 francs
viennent à 100 francs ou à 150 francs. Et les chômeurs qui ne touchent pas. Écoutez, vous savez, le problème du chômage n'est pas un problème du Congo. C'est un problème planétaire. Et tout gouvernement met en place un système pour pouvoir subventionner ceux qui sont en chômage. Et c'est tout un processus. Non, je disais plutôt parce que vous dites que celui qui touchait 90 000 Oui. et à 200 000, ça justifie l'augmentation des prix. Mais celui qui ne touche rien et que le prix a été augmenté, quelle est sa responsabilité dans l'augmentation des prix? Même autrefois, cette personne qui ne touchait rien et que le prix était bas, serait-il dans la capacité d'acheter? Si, il pouvait quand même acheter à vil prix. Mais comment est-ce qu'il va acheter? Oui, mais quelque chose qui coûte 200 francs, c'est facile d'acheter que quand c'est 2000. Non, mais rien n'a quitté 200 francs. 2000. Je vous fais comprendre juste qu'il y a une évolution du monde économique. Et c'est une crise interplanétaire. Il faut comprendre cela. Et c'est dans cette optique que nous venons avec le programme agricole pour pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire et régulariser le système des prix pour que le concitoyen, le peuple, puisse acheter en fonction de nos situations que nous avons, économiques que nous vivons au pays. En fonction de notre situation économique, on a terminé. Je crois qu'il reste tellement des choses à dire qu'on le dira peut-être prochainement. Ça va aller vite, comme on l'a dit au début de cette émission, très vite. Il y a l'actualité qui change d'heure en heure. Il y a beaucoup de choses qui risquent de changer. Je crois qu'on reviendra encore pour reparler de la situation, de l'actualité politico-économique, sociale de la République démocratique du Congo. 1 minute pour votre mot de la fin à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup. Je voudrais ici rappeler toute la nation et le peuple congolais que nous traversons une zone de turbulence. C'est-à-dire la situation qui prévaut à l'est de notre pays n'est pas une situation qui doit être collée au président de la République ou à qui que ce soit. C'est une situation commune. Nous sommes dans le même bateau. Et chaque concitoyen peut apporter une solution à cette crise. Tout ce que les citoyens peuvent faire et apporter la paix serait la bienvenue. Aux hommes de médias de communiquer sur les exactions effectuées, sur les exactions faites par nos ennemis afin d'appeler le monde entier à comprendre ce qui est en train de se passer dans notre pays. Et à ceux qui sont à la gestion étatique d'avoir de la compassion pour tout ce qui se passe au sein de la République et appeler à l'unité nationale afin que notre Congo soit grand, prospère et émergent. Que Dieu vous bénisse. Sylvestre Danyossi Makambo, merci d'avoir répondu à notre invitation, Louis-France. Merci, Élisée, merci beaucoup merci. De ces moments d'échange de télé. Merci à M. Sylvestre pour les différentes réponses. Et je pense que les prochains numéros, nous serons toujours disposés à continuer, à parachever les restes des sujets. On dit merci aux téléspectateurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à suivre Louis-France Kozikisa, en tout cas à nous suivre, mais également, j'espère que vous avez découvert avec nous cette plateforme APPC, Amour du prochain et de la patrie congolaise, plateforme appartenant à l'Union sacrée de la nation. Se dit au revoir, à très très bientôt pour un nouveau numéro et on espère que cette fois-là, on parlera de la paix retrouvée ici au pays. On se dit au revoir et à très bientôt.